Bonjour à tous, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque j'ai décidé un peu sur un coup de tête, mais pas tout à fait, de faire un petit épisode sur les chiffres de la WNBA, les revenus. Le All-Star Game, donc 2025, vient de se dérouler. À cette occasion, vous l'avez peut-être vu, on a eu donc la question des négociations du futur CBA, de la rentabilité de la ligue, de rémunération des joueuses, est un peu revenu sur le tapis. Et à cette occasion, on a de nouveau vu dans les commentaires sur les réseaux sociaux pas mal de commentaires revenir avec toujours des vieux poncifs que je pensais un peu disparus, mais apparemment ils ont la vie dure sur la non-rentabilité de la ligue, la non-profitabilité de la ligue, le fait qu'elle perd de l'argent, que la NBA la subventionne, que dans ces conditions-là, pourquoi il faudrait donner plus d'argent aux joueuses, blablabla. Ce genre de choses. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion une fois de plus, mais vraiment de le faire une fois de façon vraiment complète, de parler un peu de cette question de vraiment de la ligue, de ses revenus, essayer de le faire de façon complète, de le faire de manière le plus objective possible. Si vous voulez parler basket, si vous voulez parler de jeu, de stratégie, si vous voulez parler de storytelling, c'est pas la vidéo. Aujourd'hui, ça va causer économie, ça va causer chiffres. Ça peut peut-être être un peu rébarbatif, mais je pense que c'est important à un moment de mettre les choses à plat pour éviter de discuter un peu dans tous les sens. Ça va être une vidéo que je vais. Bon, vous savez que chez Swish et moi également dans l'équipe, évidemment, on est des gros défenseurs de la WNBA, mais on va essayer de le faire de manière objective, encore une fois, sans complaisance, mais vraiment essayer de parler sur les chiffres, ou en tout cas sur les chiffres qu'on a, et c'est sans doute une partie du problème, vous allez le voir. Alors, première chose justement par rapport à cette question de la WNBA qui ne serait pas rentable, et du coup par rapport aux négociations et aux revendications des joueuses sur le fait d'être mieux payées, quels sont les faits? Quels sont les chiffres officiels qu'on a aujourd'hui? Eh ben, c'est déjà une part du problème, c'est-à-dire que la WNBA n'est pas une société à part entière. Elle n'est pas juridiquement indépendante de la NBA. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand on dit la NBA perd de l'argent, ça veut tout et rien dire parce que la WNBA n'existe pas en tant que, que entité juridique et économique. Il y a une société, une grosse société multinationale qui s'appelle la NBA de façon globale, et la WNBA en est une de ses composantes. Et donc vous allez voir que dans certains cas, c'est assez difficile d'isoler les chiffres. Les seuls vrais chiffres qu'on a de manière officielle, parce qu'ils nous viennent d'Adam Silver, donc on va pas lui faire le procès d'intention de falsifier ce qu'il raconte. D'ailleurs, c'est des chiffres qui n'ont jamais été contestés. Euh, Ce sont des annonces qui sont assez rares. On pourrait croire que on pourrait avoir l'état des finances chaque année, par exemple, dans une assemblée générale, ou voilà un peu l'état de l'art, mais en fait non. C'est des annonces qui sont assez rares. Vous allez voir que c'est pas anodin. On a eu deux annonces officielles d'Adam Silver. La première en 2018 qui nous annonçait un déficit de 10 millions de dollars sur l'année. Et alors en 2024 où il parlait, alors on sait plutôt s'il parlait de l'année 2023, de l'année 2024, c'est un peu flou, mais il parlait d'un déficit de 40 millions. Donc ben, quand on parle de ça, ça ce sont encore une fois les deux seuls chiffres officiels qu'on a parce qu'ils ont été déclarés vraiment comme tels, chiffrés par Adam Silver. Un déficit de 10 millions en 2018, un déficit de 40 millions en 2024. Donc les rageux pourront dire que effectivement on voit là un déficit qui aurait même tendance à se creuser vu que en termes de valeur absolue il est plus important aujourd'hui, en tout cas l'année passée, qu'il n'était 6 ans auparavant. Mais ben, c'est méconnaître un peu, ok, là on parle juste du bilan, bilan bénéfice-perte, mais qu'est-ce qu'il en est réellement des revenus? Donc sur quelle échelle, sur quel montant, sur quelle valeur globale on parle? Alors là, c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de chiffre officiel. On a des chiffres qui ont été avancés par
si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est Chine ou Nekaogumi j'ai un doute là au moment, dans une lettre qu'elle a fait il y a un an aux The Players Tribune pour justement un peu préparer les négociations pour le CBA. Alors on pourrait dire ben, c'est une source qui n'est pas officielle, mais en fait en tant que présidente ou vice-présidente de l'association des joueuses, on peut presque se dire que c'est une source qui est aussi officielle que Adam Silver, parce que finalement c'est l'autre bout de la lorgnette, et qu'il a annoncé différents chiffres. Donc à partir de là, il y a des estimations qui ont été faites. Alors effectivement, ce sont des chiffres qui sont estimés. Maintenant, ce sont des chiffres qui sont plus ou moins communément admis, n'ont jamais été réfutés par aucune des parties. Donc on va se baser là-dessus. Ce sont des fourchettes. On n'a pas les chiffres. Encore une fois, les chiffres n'existent pas en tant que tels, mais c'est des chiffres qui sont plus ou moins estimés. Encore une fois, que personne ne remet en compte. Donc ne remet en question, donc je pense qu'on peut partir là-dessus. Donc si on part sur la saison 2019, la saison 2019 avait fait entre 50 et 70 millions de revenus. Donc là, on parle juste de rentrée, donc de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Donc 50 à 70 millions de rentrée pour un déficit donc de 10 millions. Donc on est sur un maximum 20% de déficit. Alors c'est important, soit, mais admettons. À noter que la part dans les revenus des contrats télé était un peu inférieure à 25 millions sur l'année à ce moment-là. En 2023, on sait que les revenus étaient aux alentours de 180 à 200 millions, donc on voit qu'il y a quand même une augmentation de revenus qui est assez nette, avec un déficit qui oscillait entre 20 et 40 millions suivant les estimations, donc on voit qu'on est toujours à un maximum de 20% de pertes. Là, on avait le contrat télé qui rentrait pour 30 à 40 millions sur l'année, une part beaucoup moins importante du revenu. 2024, on est sur un revenu qui est de 250 à 300 millions sur les estimations, pour un déficit de 40 à 50 millions. Donc on est toujours sur un maximum de 20% de déficit. Et là, on est sur un contrat télé qui est à 40 millions par an. Quand on voit ces chiffres-là, on se dit bon ben ok, c'est bien joli de dire ça, les revenus continuent à augmenter, mais le déficit augmente de manière tout aussi proportionnelle. Donc en fait, oui, la ligue se développe, mais en se développant, elle fait de plus en plus elle a de plus en plus de dépenses, et en fait, elle continue à à être déficitaire. Maintenant, par rapport à ça, il y a quand même plusieurs informations qui sont intéressantes à obtenir. Déjà, on voit l'augmentation de revenus qui a quand même donc pratiquement quintuplé en 5 ans, c'est quand même pas rien. Il faut savoir qu'au niveau des estimations des revenus, alors ce ne sont que des estimations, mais des estimations qui sont quand même faites parfois par des magazines type Forbes et ce genre de choses. Je pense que c'est des gens qu'on peut considérer un peu comme sérieuses. On estime que la Ligue pourrait atteindre d'ici 2028 le milliard de recettes. Alors encore une fois, ce n'est qu'un chiffre d'affaires, mais bon, quand on a une explosion du chiffre d'affaires aussi rapide, sans que structurellement la ligue ne coûte beaucoup plus cher, dans le sens où dans son fonctionnement, ok, il y a des choses, mais dans son fonctionnement, la ligue est restée relativement la même. Elle grossit un peu, elle a de nouveaux marchés, il y a l'expansion, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais limite cette expansion lui amène de nouveaux marchés et de nouveaux revenus aussi, donc on ne peut pas vraiment utiliser ça comme explication pour une augmentation des dépenses, parce que si on a une augmentation du chiffre d'affaires pour avoir un déficit qui continue à être là, c'est qu'on a une augmentation euh, des dépenses, une augmentation des pertes. Et dans ce cas-là, comment on peut l'expliquer à partir du moment où structurellement la ligue n'a pas fondamentalement changé. Et alors, il y a quelques changements qui ont été faits, par exemple l'introduction des vols en jet privé. Ça, on sait que c'est quelque chose qui coûte de l'ordre de mémoire de 25 millions par an. Donc, ok, ça représente une grosse part. Maintenant, si on est sur une augmentation qui va aller jusque effectivement les 700 millions, 800 millions, voire atteindre le milliard de chiffre d'affaires dans un futur assez proche, on se doute bien que cette part-là, elle va pas devenir anecdotique, mais elle va devenir portion congrue de l'enveloppe globale. Alors du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors je pense qu'il y a quelques points qui sont importants là-dedans. La première chose, c'est qu'il faut bien différencier les pertes et les investissements. Une perte, c'est une dépense qui est faite et qui ne va pas être comblée. C'est une dépense qui est faite, et si à la fin on se retrouve avec un déficit, c'est une dépense qui n'a servi à rien, c'est un vrai déficit.
Un investissement, c'est une dépense qui est faite et où on ne va pas avoir un retour immédiat dessus, mais où on espère pouvoir obtenir un retour dans le futur. Il faut savoir que la ligue, la WNBA, elle est dans ce qu'on appelle sa période d'investissement. Tous les gros business connaissent une période d'investissement avant d'atteindre un certain palier de rentabilité. Toutes les ligues ont connu ça, toutes les sociétés de façon globale ont connu ça. Au début, si on veut se développer et gagner gros, il faut investir. Si on n'investit pas, on reste sur un petit business, on atteint son palier de rentabilité très tôt, mais on ne pourra pas changer d'échelle. Pour changer d'échelle et devenir un business plus gros, il faut investir. Et la WNBA, elle est dans cette logique-là. Et je pense que c'est la principale explication de cette augmentation des dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ligue qui investit en permanence. Et c'est cet investissement qui permet aussi les augmentations de revenus qu'on voit. Simplement, pour le moment, l'investissement est toujours un peu en avance sur l'augmentation des recettes. J'ai même envie de dire, en fait, c'est à dessein tout ça. Le fait que ce déficit soit toujours plafonné et maintenu à 20% maximum des revenus de la ligue montre bien que c'est une évolution qui est maîtrisée. On le sait, il y a de nouveaux investissements qui sont consentis pour rendre la ligue, augmenter le marketing, augmenter en partie le merchandising, les conditions de travail des joueuses. Il y a pas mal de choses qui ont été faites aussi par rapport à l'exposition, augmenter les plateformes de diffusion. J'en ai pas encore parlé, mais dans le futur, on sait qu'il y a un nouveau contrat télé qui a été signé, un contrat qui va s'élever à 2,2 milliards de dollars sur 11 ans. Ça veut dire qu'on va avoir une portion de 200 millions en moyenne, parce qu'on ne sait pas si le deal est progressif ou quoi, mais en moyenne, on a 200 millions de dollars par an de rentrée de contrats télé. Ça, c'est le contrat sur les plateformes, sur le global, c'est-à-dire les chaînes nationales, ABC, Prime Video, c'est-à-dire le package global. Ça ne compte pas toutes les rentrées qui peuvent éventuellement être faites via le League Pass, les pubs sur ce genre de plateforme. Mais donc on a ce 200 millions par an. Je rappelle que lors de la dernière saison dont on a les chiffres plus ou moins estimés de 2024, on était sur 40 millions de contrats de télé. Donc 40 à 200, on va faire x5 sur cette base de revenus-là. Or, on voit bien, c'est que la part des contrats télé dans les revenus, elle a plutôt eu tendance à baisser. Parce que la Ligue, elle a trouvé d'autres revenus à côté. Il y a des revenus qui viennent d'investisseurs privés. On a eu des contrats par rapport à Google, Deloitte, des sociétés comme ça qui ont montré un intérêt et qui ont investi dans la Ligue. On a d'autres, le merchandising qui a explosé, les fréquentations des événements qui ont explosé. Enfin, tout ça fait que la part des contrats télé, la part des revenus qui étaient dus aux contrats télé a eu tendance à baisser avec le temps. Et ça, on a en plus réussi à l'augmenter. Donc, de façon globale, les revenus augmentent. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, il y a cette question effectivement de perte d'investissement et qui fait que, en fait, aujourd'hui, la WNBA est en perte, mais c'est presque fait exprès. C'est parce qu'elle réinvestit actuellement tout ce qu'elle gagne, voire un peu plus que ce qu'elle gagne. Et elle le fait parce que, et ça c'est le deuxième point qui est crucial à comprendre, c'est que c'est complètement faux de dire que la NBA sponsorise la WNBA. Pour une bonne et simple raison, c'est que la WNBA, je le répète, n'est pas indépendante juridiquement. Donc dire que la NBA subventionne la WNBA, ce serait comme dire que iPhone renfloue les caisses d'Apple Music. Ça n'a pas de sens. C'est la même société, c'est une branche différente, et le groupe NBA de façon globale a décidé d'investir sur cette branche-là pour la développer parce que c'est une branche jeune et parce que c'est une branche en laquelle il croit. S'il n'y croyait pas, il n'investirait pas dedans. Faut pas s'inquiéter avec ça. Euh, Ce que ça amène, le fait que ce ne soit pas indépendant, encore une fois, c'est que il y a certaines écritures comptables qui peuvent être globalisées. C'est un peu technique, mais il y a des investissements qui vont être consentis, par exemple, je sais pas, une refonte complète du système informatique de la ligue, ça profite, enfin de l'unité, de l'entité NBA, WNBA, ça profite à tout le monde. Cet investissement-là, on le met dans les colonnes de la WNBA, on les met dans les colonnes de l'NBA, comment on la ventile, comment on la répercute. Euh, Ça permet d'ailleurs aussi à la NBA de pouvoir sans doute optimiser un peu ses comptes fiscalement. Et je dis ça sans procès d'intention, en fait. C'est juste que toutes les sociétés font ça, de pouvoir à un moment présenter les choses de la manière la plus avantageuse pour elles, et que l'avantage d'avoir
de ne pas avoir 2 entités, c'est que ça permet de mutualiser, certains investissements, de pouvoir mutualiser certaines pertes et ça rend aussi du coup, ce côté, cette distinction un peu plus floue. C'est pour ça que quand on parle de déficit propre à la WNBA, c'est très particulier en fait, parce qu'à aucun moment, aucune société ne parle du déficit propre d'une de ses branches si elle n'est pas, indépendante. Ça n'a pas de sens. Ce qui amène aussi, autre chose, le fait que la W ne soit pas indépendante et ça, c'est un point important par rapport à la question, des négociations du CBA, c'est qu'il est impossible pour les joueuses à l'heure actuelle de faire auditer la santé financière de la ligue. Parce que la ligue, en tant qu'unité juridique indépendante qui serait auditable, n'existe pas. Et donc ça crée un énorme déséquilibre dans le rapport de force syndicale entre l'union des joueuses et la ligue. Parce que l'union des joueuses, les seules informations qu'elles peuvent obtenir sont les informations qui proviennent du coup de la ligue, c'est-à-dire entre guillemets du camp d'en face, si on peut se comprendre. Bon, je vous ai expliqué tout ça, c'est un peu technique. On se rend compte qu'on est dans une situation qui est un peu plus complexe. On pourrait avoir tendance à dire, du coup, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Alors c'est pas vrai, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais il y a quand même une manière. On peut pas leur faire dire ce qu'on veut, mais on peut quand même en faire différentes interprétations. Encore une fois, une colonne en moins, elle peut être considérée juste comme de la perte, elle peut considérer comme de l'investissement, ça dépend comment on veut la regarder. Euh, et encore une fois, c'est pour ça que cette déclaration du fait que la ligue soit déficitaire, elle est toujours assez perturbante. Par rapport à la santé de la ligue, de façon globale, je pense par contre qu'il y a des indicateurs qu'on peut regarder et qui sont importants. Comme je le disais, il y a le fait qu'on va avoir un contrat télé qui est complètement explosé, vu que, comme je disais, on va être en moyenne à 200 millions par an, par saison. Et c'est important, c'est de savoir que ce contrat-là, il a été signé l'année passée, je pense, mais il ne va prendre effet que pour la saison 2026. Donc pour le moment, la Ligue qui est en train d'investir, on voit qu'il y a un boom de la Ligue depuis globalement l'arrivée de Caitlin Clark, Angel Reese, on a un gros boom au niveau de la Ligue, mais la Ligue ne tire pas encore les... On a une augmentation, on l'a vu, des audiences de façon globale, mais la Ligue n'en tire pas encore les bénéfices parce que le nouveau contrat télé qui se base sur ces chiffres ne commencera que l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on devrait avoir un boom par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple en 2019, 25 millions de contrats télé, ça représente entre 35 et 50% des revenus de la Ligue. C'est une grosse part, les contrats télé. En 2023, 30 à 40 millions sur l'année, ça représente 15 à 22%. En 2024, les 40 millions ne représentent plus que 13 à 16% des revenus de la Ligue. Donc on voit qu'en fait, la Ligue, comme je le disais tout à l'heure, elle a trouvé plein d'autres manières de générer des revenus. Et malgré tout, elle va quand même augmenter ses revenus au niveau des contrats télé. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut parler du déficit. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'obtenir une rentabilité quand on a à la base une augmentation de son chiffre d'affaires, parce qu'en fait, il y a un moment, si on veut atteindre le seuil de rentabilité, qu'on estime que cette période d'investissement elle est finie, on réduit un peu le robinet des dépenses et on va peut-être pouvoir obtenir Enfin, avec l'augmentation des revenus, on sait qu'il y a un moment, on va finir par récupérer l'équilibre. C'est beaucoup plus compliqué quand on a une perspective qui n'est pas positive au niveau de ses rentrées. Ça, c'est une première chose. Euh, une deuxième chose qui est un indicateur quand même de la santé financière de la Ligue, c'est qu'on est en pleine expansion. L'expansion, on pensait voir la Ligue passer de 12 à 16 équipes, finalement on en est déjà à 18. Il y a encore des candidats qui se bousculent, donc tous ces investisseurs-là, tous ces propriétaires de franchises à droite et à gauche, bon, je pense que on va pas être trop bête, les gars, s'ils investissent, c'est quand même qu'ils savent qu'ils investissent pas dans une pomme pourrie, ils sont pas philanthropes, tous ces grands investisseurs-là. Il faut savoir que donc Golden State, qui vient de commencer sa saison, les Valkyries, quand ils ont regardé pour rentrer dans la ligue, ils ont dû payer un billet d'entrée de 50 millions de dollars. Ça, c'était juste le droit d'être dans la ligue. Donc, c'est pas encore les investissements qui devaient être faits après sur le branding, sur la salle, sur la création de la structure, plus les salaires des joueurs, ce genre de choses. C'est vraiment les 50 premiers millions qui étaient en gros un droit d'entrée dans la ligue, une espèce de
de première mise par rapport à la franchise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la franchise de Golden State, elle a été valorisée à hauteur du milliard de dollars, ce qui en fait déjà une des franchises les mieux valorisées. Alors cette valorisation, on sait bien que c'est une estimation qui est basée aussi sur le patrimoine immobilier, sur un peu sur l'attractivité, sur les ventes de merch, sur on valorise un actif en fait. Donc, mais c'est quand même un indicateur qui est important, et surtout l'indicateur qui est le plus important, c'est que récemment on a eu les informations de 3 nouvelles équipes d'expansion pour le futur, c'est-à-dire Cleveland, Détroit et Philadelphie. Et ces 3 équipes-là ont dû payer comme droit d'entrée dans la ligue 250 millions de dollars. C'est-à-dire qu'en 2 ans, le droit d'entrée, il a déjà fait x5. Et ces équipes les ont payés absolument sans rechigner. Et il y a encore d'autres candidats qui sont là, qui attendent. On sait que Houston aurait voulu. Il y a peut-être un projet autour de Boston. On a déjà eu plusieurs projets dont on a entendu parler à droite et à gauche. Et on voit que, encore une fois, s'il y a autant de candidats, c'est que la santé financière semble assez saine. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur CBA? On voit les joueuses qui ont demandé, enfin qui sont venues, en tout cas, c'était un moment un peu fort au moment du All-Star Game, avec les t-shirts Pay us what you owe us, donc payez-nous ce que vous nous devez. Euh, et c'est intéressant de voir que donc ce que les joueuses demandent, je le rappelle, c'est une modification du pourcentage de revenus qui leur est octroyé. Donc à l'heure actuelle, les joueuses, elles avaient au niveau du CBA une rémunération, un salaire au niveau du salary cap qui était forfaitaire, qui n'était pas du tout calé sur l'évolution réelle de la ligue, mais plutôt sur une évolution présumée. Donc le cap augmentait et les salaires max et l'échelle de salaire augmentait progressivement, mais c'était pas du tout corrélé avec l'augmentation de la ligue. Donc ça veut dire qu'on a commencé au moment de la signature du CBA, on était aux alentours de 15-20% des revenus de la ligue qui leur revenaient en salaire. Et en fait, très vite, avec l'augmentation et l'explosion des revenus, on est tombé en dessous de 10% qui revient aux joueuses. Et il faut savoir qu'en plus de ça, les joueuses aujourd'hui ne touchent absolument rien sur le merchandising qui est vendu par la ligue. Ça veut dire que la ligue aujourd'hui, elle vend un maillot Caitlin Clark. Caitlin Clark, elle n'a pas un dollar sur la vente de ce maillot-là. Parce qu'en termes je sais pas, de droit à l'image et de répercussion de la notoriété d'une joueuse me semble complètement aberrant. Donc ça fait partie des discussions. On sait bien que les discussions, les joueuses voudraient bien atteindre le modèle de la NBA. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui en NBA, les joueurs touchent 51% des revenus de la ligue, enfin des bénéfices générés par la ligue. Non, des revenus. Des revenus, des revenus. Ce que ça sous-entend, c'est qu'effectivement, les joueuses voudraient bien la même répartition. Donc, encore une fois, on le répète, je ne sais pas pour qui on a besoin de le répéter, mais on le répète, les joueuses ne demandent pas à avoir le salaire de LeBron James, elles demandent à avoir la même répartition que dans la ligue. Alors là, c'est le moment où il faut faire l'avocat du diable. Effectivement, on peut dire aussi, oui, mais attention, quand on est sur un montant qui est plus faible, parce qu'évidemment, le montant, les revenus générés par le WNBA n'ont rien à voir avec les revenus générés par les NBA. Donc, atteindre le même pourcentage, j'ai juste parlé en termes de pourcentage, n'est peut-être pas opportun parce que y a toute une base sans doute de frais fixes et d'incompressibles qui font que la, la part de revenus disponible est sans doute plus petite. Encore une fois, là, nous, de l'extérieur, c'est difficile de juger les négociations. On sait ce que les joueuses revendiquent. On se doute bien qu'il va y avoir tout un jeu de négociation jusqu'à obtenir un équilibre. Et c'est à ça qu'on devrait arriver. Donc, qu'attendre du CBA? Est-ce que les joueuses vont obtenir les 50%? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va sans doute se stabiliser un peu en dessous de ça. Mais déjà, si on arrive à un pourcentage, ça voudrait dire que les joueuses vont réussir à corréler leur salaire sur la santé de la ligue. Ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend qu'il y a la possibilité justement de pouvoir isoler les revenus de la ligue et savoir ce qu'il en est autrement, enfin réellement. Donc ça veut dire encore une fois par rapport à ce qu'on disait plus tôt, c'est que d'un point de vue comptable, on puisse réellement isoler les comptes de la ligue, ou en tout cas pouvoir les auditer pour pouvoir
prouver aux joueuses, sortir, je veux dire, annuellement ce bilan et pouvoir, corréler ces salaires-là. Et elle demande aussi d'avoir un intérêt dans la vente de merchandising, ce qui, moi, me semble la moindre des choses. Par rapport à ça, on sait qu'il y a aussi d'autres revendications par rapport à, entre autres, les investissements à consentir au niveau des installations. Mais ça, je pense que la Ligue fait pression. Je ne sais même pas si ça va vraiment faire partie du CBA. C'est la Ligue elle-même qui va faire pression sur des franchises qui seront moins équipées. On pense au Connecticut Sun, on pense éventuellement au Chicago Sky, même s'ils sont en train justement de faire des investissements pour passer le cap. Je sais bien que les Los Angeles Sparks étaient à la traîne à un moment, mais ils ont peut-être un peu rectifié ça depuis. Enfin voilà, il y a ce genre de choses. Et un dernier point, par contre, c'est la ligue et les propriétaires de façon globale qui, eux, voudraient mettre un gros frein euh, par rapport au principe de double saison, possibilité d'aller jouer en Europe. Donc peut-être qu'il y a effectivement un mouvement de levier et du lest que les joueuses vont devoir lâcher de ce côté-là pour pouvoir obtenir la contrepartie financière. Ce qui serait d'ailleurs sans doute un bon compromis dans le sens où les saisons européennes sont pour elles une manière de pouvoir obtenir une rémunération suffisante par rapport à la WNBA. Mais s'il y a une augmentation des revenus, on pourrait dire en contrepartie, dans ce cas-là, il n'y a plus de double saison. Vous êtes nos joueuses, je veux dire, comme en NBA, les joueurs NBA ne vont pas jouer en Euroleague par la suite. Donc voilà un point un peu complet de la situation. Je pense que c'était assez important de revenir sur ces principes, sur ces chiffres, sur ce fameux déficit qui pour moi n'en est pas un, ou n'est en tout cas pas un déficit structurel, dans le sens où on se rend bien compte que quand on a un chiffre d'affaires qui a fait x5 en 5 ans, parce que c'est littéralement ça que ça a fait, si on a toujours un déficit, c'est qu'on a fatalement augmenté les dépenses x5 également. Et augmenter les dépenses par rapport à une ligne qui, encore une fois, je le répète, en termes de fonctionnement sur les 5 dernières années, n'a pas fondamentalement changé. Il y a un peu plus de matchs. Il y a peut-être certains moyens qui ont été mis en termes de marketing ou ce genre de choses, mais pas de cet ordre-là. Il y a effectivement les vols privés qui sont sans doute une partie de la réponse de l'augmentation du déficit d'ailleurs, mais qui vont très vite être englobés quand on voit l'augmentation future qui est prévue au niveau ne fût-ce que des contrats télé et même les estimations de revenus par rapport à l'augmentation sans cesse qu'on voit des audiences et donc des contrats pubs que la Ligue peut passer à droite et à gauche. Donc cette petite vidéo, elle était surtout là pour pouvoir revenir en arrière et ne plus dire que la Ligue perd de l'argent, c'est un poncif qu'on ne peut plus utiliser en 2025, c'est pas possible de rester toujours avec ces préconceptions qui étaient vraies à une époque, très probablement, que dans les années 2000-2010, on pouvait sans doute parler d'un vrai déficit de la Ligue qui à ce moment-là était peut-être structurel. Mais aujourd'hui, avec les perspectives d'évolution de la Ligue qu'on voit à tous les niveaux, je pense que c'est un discours auquel il faut absolument tordre le cou et ne pas oublier toujours que les informations qu'on reçoit, savoir de quelle source on les reçoit, parce que, et je voudrais bien terminer là-dessus, on a donc Adam Silver qui a donné 2 fois des informations par rapport à la Ligue. Je vous l'ai dit au tout début, c'est les 2 seuls chiffres officiels qu'on a par rapport au compte de la WNBA. La première fois, c'était en 2018. En 2018, la WNBA et les joueuses négociaient le nouveau CBA qui a pris acte en 2019. Et en 2024, on sait bien que les négociations sont maintenant en cours en 2025, et donc c'est en 2024 qu'on a eu cette annonce d'Adam Silver. Donc c'est quand même pas anodin si à chaque fois que des chiffres ont été donnés, c'était à chaque fois dans ce contexte assez particulier. De la même façon que quelques mois après, Neka ou Chine, je ne sais plus encore une fois, Ogumike, venait donner des informations par rapport aux revenus de la Ligue. Il ne faut jamais oublier qu'on est juste dans un contexte où on a deux camps qui ont des intérêts divergents, qui vont devoir trouver un terrain d'entente et un compromis. Moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à l'aboutissement des négociations, dans le sens où le discours n'est pas du tout rompu entre Cathy Engelbert, les joueuses et le board. C'est juste des négociations. Chacun active ses leviers. Chacun essaye de gagner le combat de l'opinion publique, qui joue beaucoup évidemment. Maintenant, je pense que les événements autour du All-Star Game et des différentes réunions ont montré des joueuses très unies,
Au-delà de l'association des joueuses, et puis on a vu des actrices assez importantes qui ne faisaient pas partie de l'union jusque-là, mais on a vu Caitlin Clark, Paige Bueckers et Angel Reese se mêler à la discussion. C'est la nouvelle génération et c'est un pouvoir marketing, les trois ensemble, qui est assez monstrueux. Donc la ligue peut pas vraiment faire fi de ça. Et, euh, et on a vu au moment du All-Star Game que les joueuses ont fait complètement face. Après, on a vu également Cathy Engelbert faire la fête avec les joueuses, donc je pense que ça montre que le dialogue est pas rompu. Maintenant, ben voilà, c'est normal, il y a deux camps, chacun fait valoir un peu ses arguments et ses positions, et on verra si ça doit aller au lockout ou pas. Moi, je suis assez confiant, mais toujours est-il que voilà, c'était l'occasion de remettre un peu les choses à plat avec les bons chiffres. Vous aurez dans la description de la vidéo un maximum de sources pour ce qui est possible de sourcer, avec différents articles qui relatent les déclarations à droite et à gauche. Maintenant, encore une fois, le principal problème ici, c'est que c'est assez opaque. Mais donc, encore une fois, il n'y a rien qui permette de dire que la Ligue réellement perd de l'argent, parce qu'on n'a pas plus d'informations dans ce sens-là que dans le sens inverse. La seule chose qu'on peut voir, c'est des perspectives plutôt positives et des gens qui décident d'investir, ce qui me semble être plutôt un signal positif sur l'état de santé de la Ligue. Donc voilà, c'était l'occasion. J'espère que c'était assez clair, c'était un peu dense, mais je pense que c'est important de remettre ça à plat en essayant de ne pas faire trop long. Donc j'espère que ça aura permis de remettre un peu les choses à plat. Et ben, je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.